Et voilà, je pense qu'on peut doucement commencer. Je souhaite tout le monde bienvenue ici au webinaire sur les nouvelles règles du TVA. C'est important parce que les nouvelles règles TVA se mettent en entrée en 1er juillet. Donc, c'est super important. Oui, je suis à Bruxelles. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit des sirènes. Comme tout le monde sait déjà pour le webinaire, on va enlever le vu et le bruit pour que la qualité de la présentation sera optimale, visuelle. Il y a la possibilité de poser des questions dans le chat et je propose qu'on donne d'abord la parole aux parleurs et voilà, s'il y a une question urgente, on l'adresse. Autrement, on attend à la fin. Ça, c'est un peu voilà, aux speakers de PwC qui vont gérer le webinaire. On les remercie pour avoir préparé cet webinaire et on remercie aussi notre partenaire dans cet séminaire de formation, c'est Digital Wallonia. Donc voilà, un tout grand merci à tous et voilà, je donne la parole à Quentin, c'est ça, hein? Voilà. Oui, merci. C'est donc Quentin, Lionel et Émilie. Je pense que c'est Lionel qui va d'abord commencer l'introduction. D'accord. Oui, bonjour tout le monde. Et Quentin, je crois que tu peux avancer dans le slide. D'abord, peut-être pour nous présenter, hein, donc nous sommes tous de PwC. Moi, je suis directeur dans le département ITX. Émilie? Oui, bonjour à tous. Émilie Van der Meu, Senior Manager dans le département Indirect Tax. C'est plutôt spécialisé dans le commerce international. Ouais, et donc moi, Quentin Meuteux, je ne mets pas ma caméra parce que j'ai une connexion très mauvaise, désolé, mais aussi manager dans le département TVA. Voilà. On peut avancer d'un slide. Allons-y. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes composantes des modifications très importantes qui vont intervenir à partir du 1er juillet, comme on l'a déjà dit. Et je vais commencer par une petite introduction pour essayer de... Donc, on ne vous entend pas. Donc, la... Ah, Lionel, je crois qu'on ne t'entend pas bien. Peut-être couper ta caméra aussi. Peut-être le temps que Lionel se reconnecte. Donc je vais juste reprendre alors rapidement le temps qu'il se reconnecte, je dirais. Donc effectivement, le package TVA e-commerce, donc on en parle depuis très longtemps. Il est finalement arrivé, je dirais. Et ce qui est important, c'est de voir un peu quel est le point principal du commerce e-package. Hein. Donc c'est vraiment permettre de faciliter le commerce transfrontalier. Dès lors qu'on fait dès lors qu'on fait du e-commerce, ne plus devoir notamment avoir énormément d'obligations d'un point de vue TVA dans les différents pays dans lesquels on va faire du e-commerce. Ah, je vois que Lionel est revenu. Oui, désolé, ma connexion a sauté. Voilà. Donc, je rappelle donc les points importants. Hein, peut-être c'est donc on a une législation qui n'est pas vraiment adaptée.
le MOS qui a déjà été introduit pour les services électroniques et qui permet de faciliter le reporting des opérations. Et donc ici, cette nouvelle législation a plusieurs objectifs. Simplifier le commerce électronique en termes de reporting, etc., mais aussi lutter contre la fraude. Donc, et là, on va voir différents aspects. D'une part, un élargissement du MOS à un système OS qui va aussi couvrir tout ce qui est les livraisons de biens, ce qu'on appelle les ventes à distance de biens aujourd'hui. L'introduction d'un régime spécial IOSS pour faciliter l'importation des biens de faible valeur. Et d'autre part, une responsabilisation, je dirais, des interfaces électroniques, des plateformes électroniques, comme ça peut être Amazon, Alibaba, etc., qui sont des acteurs évidemment essentiels dans tout ce qui est le commerce électronique et qui vont être rendus responsables au niveau TVA de certaines livraisons lorsqu'elles agissent comme intermédiaires dans certaines situations. Là aussi, dans un but d'assurer la perception de la TVA de façon correcte. On peut aller au slide suivant si tu veux, Quentin. Alors, plus en détail, il y a d'abord une extension du régime MOS pour les services. J'en dirai un mot, c'est quelque chose qui aura un impact relativement limité. Le changement le plus important, c'est ce qui concerne les ventes à distance de biens dans l'Union européenne, puisque aujourd'hui, on a un système où on a des seuils de vente à distance, on doit s'identifier à la TVA lorsqu'on vend à des particuliers dans d'autres pays de l'Union européenne. Ces seuils vont disparaître et être remplacés par un régime OS qui va permettre d'éviter de s'identifier à la TVA dans tous les pays européens, tout en percevant la TVA au taux du pays où se trouve le client. Pour les biens importés, là, le changement important, c'est qu'on va supprimer l'exemption TVA pour les envois de petite valeur, donc ce qui était inférieur à 22 €. Donc aujourd'hui, tout colis qui rentre au sein de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers pour une valeur inférieure à 22 €, il y a une exemption des droits de douane, mais aussi de la TVA. Et dans ce cadre-là, disons que les autorités européennes se sont rendues compte qu'il y avait une perte de perception de TVA importante due à une mauvaise application de la législation, mais aussi parfois à des fraudes. Et donc, cette tolérance de 22 € disparaît. À partir de maintenant, à partir du 1er juillet, toute importation de biens sera soumise à la TVA. Et donc, pour faciliter ça, on va mettre en place un système de ce qu'on va appeler le Importation One-Stop Shop, qui va permettre de faciliter dans une certaine mesure le reporting TVA et éviter l'identification à la TVA dans un ensemble de pays où on importerait des biens. Et ça, on va le voir plus en détail. Voilà. Tu peux aller au slide suivant. Alors, un très rapide mot sur les services. Aujourd'hui, le système MOS Mini One Stop Shop couvre les services électroniques. De quoi est-ce qu'on parle? Mais par exemple, si je suis une société qui vend des applications sur App Store à des particuliers dans tous les pays de l'Union européenne, normalement, je devrais m'identifier à la TVA dans tous les pays de l'Union européenne parce que la TVA est due dans chacun de ces pays. Grâce au système MOS, je peux éviter cette identification et reporter la TVA due dans une seule déclaration. Ce régime est applicable aujourd'hui uniquement aux services électroniques, mais il va être étendu à d'autres services qui sont localisés suivant des règles particulières, suivant la législation TVA, dans le pays du consommateur ou d'utilisation. Il s'agit par exemple de tout ce qui est service des entrées à des manifestations culturelles, artistiques, sportives. Il peut s'agir de travaux immobiliers, il peut s'agir de location de moyens de transport, etc. Donc ici, c'est plutôt une adaptation technique qui finalement va avoir un impact
limitée pour ce qu'on appelle véritablement le commerce électronique. Les questions qu'on voit beaucoup à ce sujet, c'est plutôt ce qui concerne est-ce qu'on peut l'appliquer à des admissions pour des manifestations culturelles, sportives, etc. Et oui, là, effectivement, ça va entraîner certaines simplifications, puisqu'on pourra éviter de s'identifier à la TVA localement. Attention, lorsqu'on va travailler en B2B, donc c'est-à-dire avec des clients assujettis, ce régime MOS qui là est transformé en OS pour les services ne s'applique pas directement, et donc là on risque d'avoir toujours une identification à la TVA dans certains pays. Donc ça, c'était juste un mot sur les services. Maintenant, on va regarder les changements qui sont fondamentalement les plus importants et qui concernent les livraisons de biens à des particuliers, donc dans un contexte B2C. Voilà, merci Léo pour cette introduction. Donc, commençons peut-être avec la vente à distance intracommunautaire de biens. Les règles actuelles, probablement que vous les connaissez déjà, mais un rapide rappel. Prenons l'exemple d'un vendeur belge et d'un client consommateur final non assujetti luxembourgeois. Eh bien, bon, la règle est la TVA est a priori due en Belgique. Sauf que dans une relation B2C, eh bien, dès que le seuil est dépassé, et ça varie en fonction des pays de consommation et de destination des biens, eh bien, je vais devoir m'identifier dans ce pays d'arrivée des biens et acquitter la TVA localement. Ce régime, forcément, implique d'avoir des recettes différentes en matière de TVA dans différents pays de consommation et implique dès lors de devoir être identifié, d'avoir plusieurs identifications dans les pays de consommation des biens. Peut-être juste pour le régime B2B, eh bien, on parle de livraison intracommunautaire de biens, d'acquisition intracommunautaire de biens, donc les règles sont différentes. L'assujetti acquéreur va devoir payer la TVA sur l'acquisition intracommunautaire. Ça, c'était pour les règles actuelles, donc on parle vraiment d'un régime des seuils. Eh bien, à partir du 1er juillet 2021, les seuils des ventes à distance sont abolis. Donc, dans notre cas, nous avions un vendeur belge qui livre à un consommateur final au Luxembourg. Eh bien, peu importe le seuil franchi, la TVA sera due dans le pays de consommation. La seule exception, c'est un seuil de 10 000 € qui, en réalité, couvre toutes les ventes de biens, mais également les services qui sont livrés par voie électronique dans l'Union européenne. Dans ce cas-là, les règles de l'État membre du prestataire de services, du fournisseur de biens seront applicables. C'est un seuil évidemment très bas et donc en pratique, ce seuil de 10 000 € sera très souvent dépassé et a priori applicable uniquement pour les très petites sociétés. Donc, ce que cela signifie en règle générale, c'est que le lieu de taxation sera le Luxembourg et donc le fournisseur devra être identifié pour les besoins de la TVA au Luxembourg. La TVA est due également dans le pays de consommation des biens. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous parlons d'un nouveau régime, le régime One Stop Shop, donc le guichet unique One Stop Shop, qui est similaire, si vous avez déjà une idée sur ce que c'était jusqu'à présent, similaire au régime MOS, Mini One Stop Shop, qui offre en réalité une simplification et qui évite aux fournisseurs de devoir s'identifier dans chaque État membre de consommation des biens, l'État membre du particulier. Ça permet aux fournisseurs de s'identifier de manière unique et de déclarer les différentes TVA locales qui sont dues via une déclaration unique. Bien sûr, il faut tenir compte du taux applicable qui est celui du pays de consommation. Par exemple, au Luxembourg, on parlera de 17%. Et la Belgique, qui est le pays d'identification One Stop Shop, versera cette TVA au Luxembourg. C'est un régime qui est optionnel, donc il n'y a pas une obligation en tant que telle de devoir s'identifier via ce régime-là et qui est disponible pour les fournisseurs européens et les fournisseurs non européens. Donc concrètement, deux possibilités s'offrent aux fournisseurs, soit une identification dans chaque État membre de consommation, là où le particulier reçoit et consomme les biens qu'il reçoit, ou alors via le régime du One Stop Shop pour toutes les ventes et les prestations à distance. Donc, un seul État membre d'identification. On va soumettre une déclaration spéciale, on y reviendra un petit peu plus en détail un peu plus tard, Quentin abordera ce point. La TVA locale de chaque pays est due et reportée dans une seule déclaration.
petite précision, cette déclaration est tout à fait différente d'une déclaration TVA classique et ne permet de reporter que la TVA qui est due. Donc, il n'est pas possible de récupérer la TVA locale encourue. C'est une petite précision. Il faudra donc, au moyen d'une demande de remboursement classique européenne, la TVA due en amont sera récupérable, ou alors s'il y a une identification éventuelle via la déclaration locale. Mais il est impossible de reporter la TVA due via la déclaration OSS. Alors, certes, on parle de simplification, mais tout cela a tout de même son lot de complexité et d'actions à prendre. J'en nommerai quelques-unes. L'adaptation des systèmes, master data, une mise à jour qu'il faut identifier et qu'il faut appliquer également afin de déterminer, par exemple, le taux de TVA correct, ce qui pourra éventuellement avoir un impact également sur le prix de vente des biens. On le verra un peu plus tard, des nouvelles procédures de reporting préparées et soumettre la déclaration OSS. Quelles sont les informations nécessaires? Peut-être première recommandation déjà maintenant, à ce stade-ci. Par exemple, dans la commande, il faut s'assurer que toutes les informations soient remplies par le consommateur. Donc, par exemple, l'état membre de destination et le statut du client. Ça, c'est peut-être juste un point très important au moment déjà de la commande. On a aussi, en tant que fournisseur, des obligations en matière d'archivage dans chaque pays concerné, des obligations en matière d'audit également, une organisation particulière au niveau de la comptabilité, une distinction pour les ventes à distance et les autres ventes. Alors, ce que l'on voit évidemment souvent en matière de commerce électronique, ce sont les retours de marchandises. Les produits sont non conformes aux attentes du consommateur et donc on annule cette vente et on renvoie les biens initialement achetés. Alors pour les règles actuelles, on émet une note de crédit qui fait référence à la facture initialement émise et on corrige cela dans la déclaration TVA du pays de consommation. N'oubliez pas les seuils, à partir du moment où le seuil est dépassé, on va devoir s'identifier et remettre des déclarations TVA dans le pays de consommation. Avec l'OSS, également, un document qui annule la vente initiale qui doit être maître et on doit refléter cela correctement dans la déclaration OSS avec application, évidemment, correction du taux de TVA correct. Et alors, on recommande également un système de traçage des retours. Là, on parlait des ventes intracommunautaires. Parlons maintenant des ventes à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers. Alors, revenons à nouveau très brièvement sur les règles actuelles. On a une vente d'un pays non européen, prenons l'exemple des États-Unis ici, et alors vers un consommateur européen ici en Belgique. Alors, deux seuils différents à avoir en tête. Le premier, 22 € en matière de TVA et 150 € en matière douanière depuis le 1er janvier 2021. Deux scénarios à distinguer. Si le fournisseur effectue lui-même l'importation des biens en Europe, il y aura donc une obligation d'identification dans le pays d'importation et potentiellement également, si on prend l'exemple sur ce slide-ci, importation en Belgique suivie d'une livraison subséquente vers un particulier en France. On reporte l'importation dans la déclaration locale et on collecte la TVA. Là, on revient sur ce dont on a discuté. On collecte la TVA dans l'État membre de consommation, aussi dans une déclaration locale. Peut-être petite particularité, si on ne dépasse pas le seuil de 22 €, l'importation est exemptée. L'autre situation, on peut juste changer de slide, l'autre situation, c'est si le client se charge de l'importation. Alors, il n'y a pas d'obligation d'identification pour le fournisseur. Ce qui peut toutefois être une surprise pour le consommateur final, car il va donc payer la TVA à l'importation et les droits de douane. Mais pas d'identification pour le fournisseur, on l'a mentionné. Il s'agit des règles actuelles. Alors, parlons maintenant du régime à partir du 1er juillet 2021. Le seuil de 22 € est aboli, donc on ne va plus parler de deux seuils différents d'un point de vue de la TVA et de la douane. On a une différence importante des biens dont la valeur est au-dessus des 150 € ou en dessous de 150 €. Donc, il y a un alignement en réalité du seuil applicable pour la TVA et applicable pour la douane. Abordons maintenant si donc les biens importés ont une valeur inférieure à 150 €. Il y a la possibilité d'appliquer le régime
Lionel l'avait mentionné, IOSS. Donc, l'importation sera, elle, exemptée, pour autant évidemment que le numéro de TVA IOSS soit fourni aux autorités douanières, et il y a exemption également des droits de douane. Obligation toutefois de collecter la TVA, mais elle sera collectée via la déclaration IOSS pour la livraison subséquente, donc la TVA qui est applicable dans le pays de consommation. Sur le slide, on le voit, c'est la France ou alors directement la Belgique. Donc, plus besoin de s'identifier dans chaque pays, on reporte et on paye la TVA via cette déclaration IOSS. D'un point de vue douanier, brièvement, parce qu'on reviendra sur ce point-là, il y a exonération des droits pour les envois dits de faible valeur, donc dans un contexte B2C, B2B, dont la valeur dite intrinsèque est inférieure à 150 €. Pour C2C, là on parle d'une valeur de 45 €. Depuis le 1er janvier 2021, on a également introduit une procédure particulière pour le dédouanement, dit un ensemble de données super réduit, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, nous restons toujours dans un scénario dont les biens dont la valeur est inférieure à 150 €, mais voilà, le fournisseur a décidé de ne pas utiliser le régime IOSS. Eh bien, il y a un autre régime particulier qui a été mis en place. En réalité, c'est le client final qui sera redevable de la TVA. Bon, en réalité, c'est la personne qui présente les marchandises à la douane, soit des coursiers, soit les services postaux, pour le compte de la personne à laquelle les marchandises sont destinées, donc le consommateur final, qui va déclarer et payer la TVA au moyen d'une déclaration électronique mensuelle. Petite précision, ce régime particulier n'est applicable uniquement lorsque l'État membre d'importation et l'État membre d'arrivée sont identiques. On le voit ici, les États-Unis, fournisseurs US, qui livrent directement vers la Belgique. Pour des raisons de simplification, les États membres peuvent appliquer le taux normal de TVA dans le cadre de ce régime spécial. Alors, qu'en est-il à présent des biens dont la valeur est supérieure à 150 € ou alors, décision tout à fait légitime également du fournisseur qui décide de ne pas appliquer le régime IOSS et le régime particulier qui n'est pas appliqué non plus ou ne peut être appliqué. Eh bien, les règles normales s'appliquent. Donc, identification dans l'État membre d'importation et potentiellement dans l'État membre de consommation également, s'il s'avère être différent. Dans le cas de la France, l'exemple qui est utilisé dans les slides. On va reporter l'importation dans la déclaration locale et collecter la TVA de l'État membre de consommation pour la vente à distance subséquente vers la France dans le cas qui nous occupe. L'importation est, elle, évidemment taxable parce que les biens ont une valeur intrinsèque qui dépasse les 150 €. D'un point de vue douanier, on y reviendra également, l'exemption de droits de douane n'est plus applicable et nous retombons à cet égard dans les règles essentielles en matière douanière. Nous l'avions mentionné pour les livraisons intracommunautaires, eh bien, le point important des retours de marchandises est d'autant plus applicable pour les retours non européens. Les retours, il faut s'assurer que les retours soient correctement traités d'un point de vue TVA, qu'ils soient reflétés dans la déclaration TVA normale ou dans la déclaration IOSS, selon le régime utilisé. Un document correctif est à émettre également, selon les règles de facturation du pays de renvoi des biens. Si on applique le régime particulier, je le mentionnais, donc le client final est responsable de l'importation, du paiement de la TVA, du paiement des droits de douane si applicable, eh bien, il n'y a pas, pour le fournisseur, il n'y a pas de TVA à payer, mais il est important de conserver un registre justifiant le non-paiement de la TVA sur le colis refusé et faisant l'objet du retour. On suit également les obligations en matière de reporting dans le pays d'importation. Passons maintenant aux aspects douaniers. Nous l'avions mentionné, exonération de droits de douane pour les envois dits de faible valeur dans le contexte B2C, B2B, dont la valeur intrinsèque est inférieure à 150 €. Pour C2C, 45 €, je l'avais mentionné également. Donc, cette valeur intrinsèque de 150 € est importante et permet de déterminer si le régime IOSS ou non est applicable. Et si on peut également bénéficier d'une procédure de dédouanement simplifiée, dit de Super Reduced Dataset.
En effet, si l'envoi ne dépasse pas 150 €, je vais pouvoir utiliser un nombre de données à communiquer à l'administration douanière qui est restreint, ce que l'on appelle, je l'ai dit, le Super Reduced Dataset. Donc, depuis le 1er janvier 2021, on a introduit un nouveau système de dédouanement qui s'appelle H7. Vous connaissez probablement la procédure de dédouanement classique H1. Ici, on parle de H7. Voilà. Ce qui n'est pas applicable pour les marchandises interdites ou les marchandises dites restreintes. Certaines autres marchandises sont exclues également, le tabac, les parfums. Ce régime peut être utilisé aussi bien pour du B2B, du B2C et du C2C. La déclaration sommaire d'entrée est toutefois toujours requise. Donc, cette procédure de dédouanement réduite permet de limiter le nombre d'éléments et d'informations à communiquer à l'administration douanière locale, donc du pays où les marchandises sont dédouanées dans l'Union européenne. Oui. Lorsque l'on dit administration douanière, cela veut dire principalement les informations à communiquer à votre agent en douane, qui se charge, lui, des formalités douanières pour votre compte. D'où l'importance et la nécessité de mettre en place une procédure spécifique avec votre agent en douane. Vérifier, par exemple, qu'il s'est déjà adapté à cette nouvelle procédure, qu'il est capable de délivrer conformément à cette nouvelle procédure. Il y a tout de même bon nombre d'informations à partager. Donc, l'essentiel, c'est ce qui est tout à fait essentiel pour s'assurer que vos biens ne soient pas bloqués à la frontière, évidemment. Alors, quels sont les éléments importants dans le Super Reduced Dataset? Eh bien, premièrement, la valeur de l'envoi. On l'a mentionné, c'est très important pour vérifier si on est au-dessus ou en dessous des 150 €. Donc, il faut communiquer suffisamment tous les éléments afin de déterminer la valeur de l'envoi. Un autre élément important, c'est le Commodity Code, le code marchandise par colis, qui permet à l'administration douanière de faire des vérifications ciblées sur certains types de produits, et puis qui, d'autre part, est utilisé également pour des raisons statistiques dans l'Union européenne. D'où l'importance même pour les petits envois, de déterminer le Commodity Code correct, et donc, je fais le lien avec une des valeurs et des règles essentielles en matière douanière, la classification de vos produits est réellement primordiale. Peut-être juste un petit mot sur le slide suivant sur la valeur intrinsèque, sachant que la valeur en douane, un peu terme classique en matière douanière, peut être tout à fait différent de la valeur intrinsèque. La valeur en douane, c'est la valeur sur laquelle on applique les tarifs douaniers, qui est différent de la valeur intrinsèque. Alors, pour les biens commerciaux, eh bien, qu'entendons-nous par biens commerciaux? Il s'agit des biens vendus à partir d'une exportation vers un territoire de l'Union européenne. Et dans le cadre de cette valorisation des biens commerciaux, on va travailler sur un prix qui exclut certains éléments, par exemple les frais d'assurance, les frais de transport, pour autant que ces frais ne soient pas inclus, ne soient pas mentionnés globalement dans le prix communiqué au client. Donc, il est très important comment on calcule en fait cette valeur intrinsèque pour déterminer si on se trouve, oui ou non, au-dessus ou en dessous des 150 €. Pour les biens de nature dits non commerciale, eh bien, donc il s'agit par exemple seulement d'un mouvement de marchandises, eh bien, on va prendre en compte le prix qui normalement aurait dû être appliqué s'il s'agissait d'un bien commercial. Une autre question assez importante, tant sur le plan de la TVA que sur le plan de la douane, quand allons-nous parler d'un seul envoi? Si je vais grouper plusieurs produits dans un seul envoi, dans un seul paquet, eh bien forcément, ma valeur intrinsèque va être augmentée. Donc, quand allons-nous parler d'un seul envoi? Eh bien, c'est tout simplement défini dans la réglementation douanière. On va parler d'un ensemble de biens envoyés simultanément d'un même vendeur, consignor, expéditeur, vers le même destinataire, vers un seul acheteur. Ces biens font l'objet d'un seul contrat de transport. Donc, ces biens sont couverts par le même contrat de transport. Par exemple, une lettre de transport aérien interne, par exemple. Ça me fait donc penser qu'il est important de déterminer d'un point de vue logistique comment les biens sont acheminés vers l'Union européenne et l'impact forcément que ça pourra avoir sur le régime, j'ai refait référence, le régime OSS ou la franchise des droits de douane à l'importation.
Alors, si on parle à présent d'un envoi qui dépasse les 150 €, eh bien, les règles classiques en matière douanière, que vous connaissez probablement, sont applicables. Il n'y a pas d'exonération et on applique les droits de douane. On va travailler avec donc les règles classiques pour déterminer le montant des droits de douane qui est applicable. Très, très brièvement, afin de déterminer les droits de douane applicables, on va travailler sur la valorisation en douane. Quelle est ma base taxable? On va travailler sur la classification. Quel est le commodity code qui est applicable, étant donné qu'il y a un lien avec le pourcentage des droits de douane qui est applicable, et l'origine. Quelle est l'origine de mes produits? Je me permets également d'insister sur les formalités douanières, qui peuvent, les formalités douanières standards, avec quelques possibilités de simplification, type Simplified Declaration, Postal, Centralized Clearance. Ce sont des régimes et des formalités simplifiées. Peut-être juste encore un petit point sur les méthodes de valorisation en douane. Je disais, c'est le premier pilier sur lequel on va se baser pour connaître les droits de douane qui sont applicables. Eh bien, il y a plusieurs méthodes dans le code douanier. Donc, l'important, c'est de savoir quelle est ma base taxable. On va déterminer cette base taxable sur une méthode, je le disais, dans le code douanier, des méthodes hiérarchiques à suivre, dont la méthode de base et primaire, c'est la valeur transactionnelle, la valeur de vente. Elle représente en réalité 95% du commerce international. Donc, quel est le prix payé ou à payer qui est ajusté par différents éléments que l'on va inclure dans cette base, notamment les coûts de transport, les coûts connexes jusqu'au point d'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne, ou certains coûts encourus par l'acheteur, des redevances, des licences, des éléments immatériels, ou alors des éléments à exclure, les frais de transport par exemple, après le point d'entrée sur le territoire douanier, des commissions qu'il faut également retirer de cette base taxable. Très complexe. Je le mentionnais, il ne faut pas perdre de vue que la valeur en douane peut être différente de la valeur intrinsèque dont on parle chaque fois, la valeur intrinsèque de 150 €. Bon, vous le voyez, c'est assez complexe. Il n'est pas toujours facile de déterminer facilement cette valeur en douane. Donc, on voit de plus en plus d'opérateurs qui cherchent à obtenir des accords pour sécuriser justement cette méthode de valorisation avec l'administration, notamment sur base, on le voit à l'article 73 du Code douanier, avec une décision, je dirais, de principe sur la valorisation. Voilà, donc là, je termine un petit peu sur les aspects douaniers. Une petite particularité également dans ce nouveau régime lié au commerce électronique, c'est la responsabilité, l'implication des interfaces électroniques. Et là, je remets donc la parole à Quentin sur les particularités liées à l'implication des interfaces électroniques. Oui, merci Émilie. Donc effectivement, les interfaces électroniques, c'est un sujet hautement important, étant donné qu'à partir de... Allez, ça fait en tout cas depuis un petit temps que beaucoup de ventes vont se faire via des interfaces électroniques et sont déjà passées via des interfaces électroniques. Donc le régime lié à ces interfaces électroniques est assez important pour pouvoir déterminer, le cas échéant, quelles sont les obligations du fournisseur et pareillement des interfaces électroniques d'un point de vue TVA. Donc ça va permettre notamment de savoir si le fournisseur des marchandises doit payer la TVA et le cas échéant dans quel pays ou comment est-ce qu'il doit le faire. Donc pour savoir en fait si on est en présence d'une interface électronique, c'est tout d'abord c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on est en présence d'une interface électronique dans la transaction en cause. Donc il y a plusieurs conditions pour pouvoir déterminer si oui ou non on se trouve face à une interface électronique. La plus importante, c'est de savoir que est-ce que oui ou non, dans la transaction, l'interface électronique facilite la livraison de biens. Une interface, qu'est-ce que ça veut dire en fait, faciliter la livraison de biens? C'est l'interface électronique autorise un fournisseur à permettre la livraison. Et comment c'est défini en fait? C'est défini par la négative, donc ne sont pas considérés comme facilitant la livraison si l'interface électronique n'est pas référencée, mentionnée dans les terms and conditions, ou si elle ne participe pas au processus de commande pour la livraison des marchandises.
ces éléments permettent donc de déterminer si oui ou non vous allez avoir une interface électronique qui facilite la livraison de biens, et le cas échéant permet de déterminer si ce sont les règles liées à l'interface électronique qui vont s'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut, le moyen le plus simple en fait pour déterminer si oui ou non vous allez avoir une participation à la livraison d'une interface électronique, c'est de vérifier les contrats pour voir tout d'abord si vous-même vous êtes considéré comme une interface électronique ou si vous passez par une interface électronique pour permettre la livraison des marchandises. Comme je le répète, c'est très important d'un point de vue TVA parce que les obligations tant du fournisseur ou de l'interface électronique seront distinctes si oui ou non vous êtes en présence d'une interface électronique. Donc comme on peut le voir ici dans le slide, on a pris un exemple transfrontalier et de livraison locale. Donc ce qui est important d'un point de vue TVA, c'est que pour ce slide-ci, les biens sont déjà dans l'Union européenne. Donc le fournisseur est non UE et va vendre des biens à la plateforme, et on va considérer ça comme étant une livraison exonérée de TVA, une livraison locale exonérée de TVA, vers l'interface électronique qui ensuite va faire la vente à distance du bien et qui va devoir acquitter la TVA dans l'État membre de consommation. Même chose pour la livraison locale, ce sera la plateforme, encore une fois, qui va collecter la TVA auprès de l'État membre de consommation et qui va la déclarer dans sa déclaration OSS. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, c'est l'interface électronique qui va devoir acquitter la TVA et qui sera considérée comme étant le fournisseur des marchandises auprès du client final. Le même exemple, cette fois-ci pour une vente à distance de biens importés. Donc, encore une fois, un fournisseur non UE, avec soit une livraison locale post-importation de la marchandise, soit une vente intracommunautaire. Et ici, ce sera donc bien l'interface électronique qui aura reçu les biens du fournisseur, qui sera considérée comme ayant cette fois-ci effectué l'importation des biens, ayant livré aussi les marchandises au client final, donc soit une livraison locale, soit une livraison intracommunautaire. Et encore une fois, c'est l'interface électronique qui va collecter la TVA auprès de l'État membre de consommation. Donc, vraiment important ici de pouvoir, je dirais, faire un check afin de déterminer si vous êtes dans une relation avec une interface électronique pour pouvoir déterminer, le cas échéant, quelles sont les obligations en matière de TVA, soit si vous agissez comme une interface électronique, soit si vous êtes comme fournisseur avec une relation commerciale avec une interface électronique, ou le cas échéant, c'est l'interface électronique qui acquittera la plupart des obligations en matière TVA. Pardon, j'ai changé. Ça, c'était donc mon deuxième slide quand c'est une importation. Lionel, je ne sais pas si tu es là pour le petit exemple. Oui, tout à fait. Donc, merci Quentin, merci Émilie. Peut-être on vous a parlé de beaucoup de choses. Changement au niveau des ventes à distance, application du régime OSS, introduction d'un nouveau régime d'importation, disparition du seuil du seuil de 22 € pour la TVA, toujours l'application du seuil de 150 €, le régime IOSS, les interfaces électroniques. Comment regarder ça en pratique? Et typiquement, ce que vous devriez examiner, c'est partir de votre situation existante. Et ici, j'ai pris un exemple d'une société belge qui se fournit chez des fournisseurs EU et des fournisseurs non EU. Pour les fournisseurs EU, question qui se pose, est-ce que je suis en dessous ou au-dessus de 150 € pour tel type de produit ou pour d'autres? La société belge va vendre vers des clients B2B, B2C, via parfois une plateforme de vente ou via sa propre plateforme de vente. À côté de ça, on peut avoir des flux physiques qu'il faut évidemment aussi examiner en détail, puisqu'on est sur des livraisons de biens. Et donc, on a des flux qui peuvent venir de l'Union européenne,
ou de pays tiers à l'Union européenne. Et certains flux, dans l'exemple ici, pourraient passer par un entrepôt intermédiaire qui se trouverait en Belgique et un autre aux Pays-Bas, ou bien avoir une livraison directe, donc c'est-à-dire un mouvement direct, je dirais, du fournisseur jusqu'au client final. Et là, on se retrouve vraiment dans une situation typique d'un acteur du commerce électronique qui va avoir plusieurs fournisseurs, qui va parfois vendre en direct via son propre site web, qui va aussi vendre via le site web d'une plateforme indépendante et qui va avoir des flux logistiques différents avec des stocks qui peuvent être établis dans certains pays de l'Union européenne pour faciliter les flux logistiques et la livraison vers les clients. Donc, on est dans une situation assez classique. On peut aller au slide suivant, Quentin. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir faire ce mapping des différentes opérations, tant au niveau des flux physiques, des flux logistiques, des flux de facturation et des flux qu'on pourrait appeler contractuels, en examinant est-ce que je suis dans une relation B2B, est-ce que mon client est un assujetti avec un numéro de TVA, est-ce que mon client est un particulier ou une autre entité qui n'est pas un assujetti. Est-ce que je vais travailler via une plateforme électronique? Quelle est l'implication de la plateforme électronique? Est-ce qu'elle relève du nouveau régime où elle agirait comme acheteur et revendeur, comme l'a expliqué Quentin? Et donc tout ça, en fait, c'est simplement la cartographie, le mapping à faire pour pouvoir déterminer quelles sont les actions à prendre à partir du 1er juillet. Quand on dit à partir du 1er juillet, c'est plutôt à partir d'aujourd'hui pour déjà se préparer, évidemment. Et donc, à partir du moment où on peut déterminer le nouveau régime applicable, on va pouvoir faire des choix et déterminer si on doit s'identifier au régime OSS, dans quel pays on doit s'identifier. Si vous êtes établi en Belgique, ce sera a priori la Belgique. Si je dois m'identifier au régime IOSS, et à côté de ça, j'ai toutes sortes d'autres éléments qu'on peut aussi appeler non fiscaux, qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire assurer ce nouveau flux logistique, le flux d'informations qui doit suivre, le système comptable ERP, les communications avec les agents en douane, relation avec la plateforme de vente. Qu'est-ce que je vais faire en termes de pricing, puisque j'ai potentiellement des modifications de taux de TVA qui vont modifier le prix pour mon client final. J'ai peut-être des coûts logistiques complémentaires qui peuvent intervenir. Donc, tout ça sont des éléments qui doivent être pris en compte. Et donc, comme je le dis, c'est partir vraiment de la situation actuelle, faire une cartographie pour pouvoir déterminer le traitement futur sur base de ces nouvelles règles. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Quentin, je pense, qui va nous expliquer, nous donner plus de détails sur les obligations en matière d'enregistrement, facturation, etc. Oui, merci Lionel. Donc effectivement, je dirais pas assez important, mais savoir effectivement comment ça va vous impacter et quelles sont vos obligations, le cas échéant, si vous faites du commerce électronique. Donc c'est vraiment où vous identifiez et le cas échéant, quelles sont vos obligations en termes de facturation. Donc sur ce slide que je vous montre là maintenant, on a essayé vraiment de résumer du mieux qu'on pouvait un peu dans quel pays vous pouvez vous identifier ou vous devez, le cas échéant, vous identifier tant pour OSS ou pour IOSS. Ce qui est important, et c'est vraiment l'élément qui reviendra le plus souvent, c'est de savoir si vous avez déjà un établissement stable dans l'Union européenne ou non. Si vous avez donc des biens qui sont déjà localisés dans l'Union européenne, donc qui ne sont pas encore importés, donc là on est vraiment dans l'enregistrement OSS, il faut bien voir si oui ou non vous avez un établissement stable dans l'Union européenne. Si vous êtes un fournisseur de NUE, j'entends, si vous avez déjà un établissement stable dans l'Union européenne ou si vous en avez un ou plusieurs. Si vous en avez un ou plusieurs ou si vous n'avez pas d'établissement stable, pardon. Si vous n'avez pas d'établissement stable dans l'Union européenne, encore une fois, si vous êtes un fournisseur qui n'est pas établi dans l'Union européenne, c'est l'État membre de votre choix que vous allez pouvoir, dans lequel vous allez pouvoir du coup vous identifier pour l'OSS. Par contre, si vous avez un ou plusieurs établissements
stable permanent dans l'Union européenne, ce sera l'État membre, si vous en avez qu'un, l'État membre où vous avez cet établissement stable. Si vous en avez plusieurs, c'est un de ces États membres. Encore une fois, cette fois-ci au choix. Pour l'IOSS, donc cette fois-ci toujours pour un fournisseur qui n'est pas établi dans l'Union européenne, mais qui importe des marchandises en Europe. Encore une fois, si vous avez un ou plusieurs établissements stables dans l'Union européenne, vous pouvez choisir un État membre où vous avez cet établissement stable ou un autre État membre si vous avez plusieurs établissements stables. Par contre, si vous n'avez pas d'établissement stable, mais que vous faites partie d'un pays qui a conclu un accord d'assistance mutuelle avec l'Union européenne en matière TVA. Et ici, c'est très concrètement, il n'y a pour l'instant qu'un seul pays, c'est la Norvège qui a conclu ce type d'accord. Là, vous pouvez choisir l'État membre de l'Union européenne que vous souhaitez. Il y a des discussions pour le moment au niveau de l'Union européenne avec le Royaume-Uni pour voir si potentiellement ils peuvent avoir cet accord d'assistance mutuelle avec l'Union européenne, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles, donc c'est toujours en cours. Donc pour le moment, le Royaume-Uni ne fait pas partie de cette seconde option. Ce sera vraiment des pays n'ayant pas encore conclu d'accord d'assistance mutuelle. Et là, c'est l'État membre de l'intermédiaire. Donc, c'est quoi un intermédiaire? C'est une personne qui est établie dans la communauté et qui sera désignée par un fournisseur pour agir et remplir toutes les obligations du fournisseur en termes qui découlent de l'IOSS. Donc, c'est encore une fois assez important ici de bien savoir où vous devez, le cas échéant, vous identifier. Et encore une fois, c'est fonction de si oui ou non, si vous êtes une société non-UE, établie en dehors de l'Union européenne, si oui ou non vous disposez d'un établissement stable en Belgique, le type d'enregistrement pour lequel vous postulez, donc OSS ou IOSS, et le cas échéant, si vous n'avez pas d'établissement stable en IOSS, savoir s'il y a un accord d'assistance mutuelle qui a été conclu avec l'Union européenne. Alors, encore une fois, très vraiment pratico-pratique, je dirais, comment s'enregistrer en Belgique. Soit vous êtes, bon déjà on peut s'identifier pour l'OSS à partir du 1er juillet. On peut déjà le faire préventivement c'était déjà à partir de juin où vous pouvez déjà remplir le formulaire, je dirais, sur le site Intervat pour demander à obtenir votre numéro OSS qui sera activé à partir du 1er juillet. Ça, c'est si vous n'êtes pas encore identifié pour les besoins du MOS. Si vous avez déjà MOS, forcément, le régime va changer. Donc, vous allez passer de MOS à OSS. Et si jamais vous effectuez le même type d'opération que vous effectuez, donc vous ne changez pas du tout le type d'opération par rapport à ce que vous effectuez sur MOS, vous avez une sorte de transition automatique de MOS vers OSS. Donc vous ne devez absolument rien changer sur Intervat, pour autant que les transactions que vous effectuez dans le passé restent les mêmes post 1er juillet 2021. Si par contre, vous effectuez d'autres opérations que celles qui étaient pour lesquelles vous aviez un numéro MOS. Là, vous devez effectuer les changements nécessaires et appliquer les régimes spécifiques dans OSS, donc pour l'OSS. Donc, vous devez effectivement modifier vos données sur Intervat afin de refléter les nouvelles activités que vous allez réaliser à partir du 1er juillet 2021. Pareillement, il est possible, si vous agissez comme intermédiaire, donc que vous allez effectuer des formalités, mais je ne pense pas que ce soit le cas, vous allez effectuer des formalités pour le compte d'assujetti, que ce soit d'un point de vue pour les importations, donc pour ce qui est IOSS. Il est possible aussi de demander de postuler ce statut, je dirais, d'intermédiaire dans l'OSS via Intervat aussi. De manière très pratique, on a mis ici un slide, c'est très bien expliqué sur le site du SPF Finance, donc comment s'enregistrer pour les besoins de l'OSS en Belgique, en choisissant soit un régime de l'Union, de non-Union, ou alors un régime intermédiaire. Donc tout ça est très, très bien détaillé avec des print screens d'Intervat pour vous permettre justement de pouvoir
vous conformer, je dirais, et bénéficier de ce régime simplifié si vous pouvez en bénéficier. Ici, ah pardon, je me trompe à chaque fois de présentation, désolé. Donc vraiment ici, comme je vous disais, le SPF Finance qui a mis des guidelines très clairs pour pouvoir bénéficier de ce régime, pour pouvoir en tout cas postuler ce régime et remplir les formulaires demandés sur Intervat. Alors ici, ce qu'on a voulu faire, c'était aussi montrer, étant donné que si jamais vous faites vous avez des activités commerce électronique dans plusieurs États membres de l'Union européenne, forcément, vous allez, si vous identifiez pour l'OSS ou l'IOSS dans un pays, vous allez devoir acquitter la TVA des ventes que vous allez effectuer dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et pour ce faire, vous allez devoir, pour acquitter la TVA, forcément, il vous faut connaître le taux TVA qui est appliqué. Et donc là, vous avez le site web de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui indique très clairement en fait les taux applicables dans chacun des États membres pour pouvoir justement déterminer exactement le montant de TVA que vous devrez sur les ventes à distance que vous allez effectuer le cas échéant dans les différents pays, que ce soit d'un point de vue le taux standard, je dirais, ou bien le taux réduit, le cas échéant qui pourrait être applicable sur base des produits que vous allez vendre. C'est important parce que effectivement, si vous vous identifiez pour OSS ou MEUS en Belgique, forcément, vous allez devoir mettre le chiffre d'affaires, je dirais, ainsi que la TVA qui est applicable dans chacun des pays. Le site Intervat est très facile d'utilisation et vous permet déjà de choisir les différents taux. Donc, je dirais ce qu'on attend ici, ce qui est important pour les sociétés, c'est de pouvoir déterminer effectivement si vous tombez sous un régime spécifique, un taux spécifique, et pouvoir déjà déterminer quel est le montant de TVA que vous allez devoir payer dans chacun des pays. Ce sont vraiment les éléments importants et pratico-pratiques que vous devez pouvoir mettre en place, surtout en vue de cette deadline du 1er juillet où le régime va commencer. Encore une fois, information vraiment pratique. Donc vous avez le dépôt des déclarations OSS, IOSS et le paiement de la TVA. Donc pour le régime de l'Union et le régime non-Union, les déclarations sont trimestrielles. Forcément, c'est un peu comme la TVA si vous êtes des assujettis trimestriels. Donc la deadline, c'est avant la fin du mois qui suit le trimestre en cause, donc pour le 20 du mois qui suit. Pour le régime des importations, les déclarations sont soumises sur une base mensuelle, aussi une fois la deadline avant la fin du mois qui suit. Et si vous utilisez un intermédiaire, comme je l'ai dit auparavant, c'est lui qui s'occupera de toutes vos formalités TVA. Donc c'est lui qui soumettra la déclaration en votre nom sur base des identifiants qu'il aura reçus sur Intervat. Pour le paiement de la TVA, donc la TVA doit être payée au plus tard à l'expiration du délai du dépôt de la déclaration. Donc c'est le même, c'est comme pour la TVA. Vous devez vraiment acquitter cette TVA avant le 20 du mois qui suit le dépôt de la déclaration, donc le cas échéant si elle est trimestrielle. Le 20, mettons si c'est la déclaration trimestrielle du premier trimestre, ce sera pour le 20 avril, sauf si c'est un jour férié. Encore une fois, ici, pour les règles de facturation, donc ce qu'on a voulu aussi faire, c'était essayer de vous donner un aperçu de toutes les règles applicables donc tant pour la vente à distance de biens importés dans l'Union européenne ou les ventes locales lorsque ce sont des livraisons B2C. Donc si ce sont des ventes à distance de biens importés, si vous utilisez un régime spécial, vous n'avez pas d'obligation de facturation conformément à la directive de l'Union européenne, donc vous n'êtes pas obligé d'émettre une facture vers le consommateur final. Pareillement, si vous n'utilisez pas le régime spécial, vous ne devez pas non plus l'appliquer. Et je dirais, si on peut simplifier les règles, donc les anciennes règles, qu'est-ce qu'elles prévoyaient? Le principe que le fournisseur devait émettre une facture conforme. Et ce principe-là était sujet aux règles de l'État membre où la livraison prend place.
On le sait, c'est compliqué à faire parce qu'il y a plusieurs pays et donc il fallait pouvoir déterminer dans chaque pays si oui ou non vous tombiez dans cette obligation de facturation. Avec les nouvelles règles, en principe, il n'est plus obligé d'émettre une facture. Donc ici, pour les ventes à distance dans l'Union européenne, encore une fois, l'utilisation d'un régime spécial, vous n'êtes pas obligé d'émettre une facture. Par contre, si vous n'utilisez pas un régime spécial OSS, alors là, vous serez obligé d'utiliser, vous tombez sous les anciennes règles et vous devrez émettre une nouvelle facture. Pour les ventes locales, là, peu importe que vous utilisiez un régime spécial ou pas, ce n'est pas obligatoire d'émettre une facture pour les besoins de la TVA. Voilà, ici peut-être pour clôturer ici la présentation et ce que vous devez avoir en tête sur base de ces nouvelles règles qui vont être introduites, qui vont être applicables à partir du 1er juillet, et pour vraiment vous permettre de vous préparer en fait à ces règles, le cas échéant, si vous n'êtes pas encore préparé. Plusieurs questions à se poser. La première, c'est déterminer qui est le fournisseur. Donc, vous devez savoir, sur base des transactions que vous faites, où vous vous positionnez dans la chaîne de transactions afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, vos obligations en matière TVA. Ce qui est lié à ça, c'est aussi déterminer le profil de votre client. Donc, est-ce que c'est un client, vous êtes en B2B, en B2C, en B2G, ce qui va vous permettre de pouvoir localiser aussi, identifier, le cas échéant, les obligations TVA de chacun. La livraison, le lieu de livraison de la marchandise, va vous permettre aussi de savoir dans quel État membre, le cas échéant, acquitter la TVA, le taux TVA applicable, et pareillement, que devez-vous faire en cas de retour marchandise? Est-ce que vous êtes confortable d'un point de vue reporting sur les retours de marchandises éventuels que vous devrez réaliser? Le taux TVA, j'en ai parlé, donc savoir quel est le taux applicable, qui va devoir acquitter la TVA, important surtout si vous êtes dans une transaction avec une interface électronique, parce que là on voit que les règles, le paiement, l'acquittement de la TVA est souvent shifté sur l'interface électronique. Est-ce qu'il existe un droit à déduction de la TVA sur vos opérations entrantes? Quelles sont les formalités? Quels délais vous devez respecter? Est-ce que vous avez une obligation de facturation? Là encore dit, si jamais vous êtes en principe avec les nouvelles règles, si vous les appliquez, vous n'avez pas d'obligation de facturation. Par contre, si vous ne bénéficiez pas du régime ou si vous n'appliquez pas le régime spécial, il est possible qu'en fonction de la transaction, vous deviez émettre une facture. Pareillement, qui va devoir payer la facture? Est-ce que ça c'est lié aussi au profil de votre client? Est-ce que vous avez pris en compte les différences de devises? Quelles sont vos obligations TVA? Est-ce que vous êtes déjà identifié? Est-ce que vous allez vous identifier? Est-ce que sur base des transactions que vous réalisez, vous souhaitez ou justement vous ne souhaitez pas vous identifier et bénéficier du régime de faveur? Qu'en est-il en cas d'un contrôle TVA? Donc, quels sont les types de documents que le cas échéant vous devrez montrer aux autorités fiscales en cas d'audit TVA? Toutes ces, pareillement, c'est le dernier point, comment l'entreprise va-t-elle s'organiser d'un point de vue juridique ou contractuel? Toutes ces questions sont, je dirais, des questions ouvertes pour permettre de déterminer si oui ou non vous êtes déjà confiant sur base du nouveau régime, et ou si vous avez encore des choses à apporter, des procédures à mettre en place ou à améliorer pour pouvoir justement tacler l'ensemble de ces questions ouvertes, je dirais. Maintenant, je vais juste laisser la parole du coup à Lionel pour voir si jamais quel type d'assistance comment nous on peut venir vous aider en fait sur ces éléments-là en fait. Merci Quentin. Et voilà, donc on a vu beaucoup de changements, peut-être des nouveaux termes, des nouveaux concepts à digérer. Je pense que tout le monde devra s'adapter un petit peu à cette nouvelle façon et ces nouvelles règles qui commencent à partir du 1er juillet. Il y a certainement des imprévus qu'on va avoir. Clairement, sur les retours, par exemple, il y a des éléments qui ne sont pas encore
tout à fait clair et on va voir quand tout ça sera mis en place en pratique, les ajustements qu'il faudra faire pour l'application des règles. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous ? Je dirais que, comme je le disais tout à l'heure et comme vient de l'expliquer Quentin, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il faut partir de la situation existante et les projets que vous avez pour les mois à venir pour déterminer quel est le meilleur modèle en termes de facturation, identification locale ou OSS, IOSS, etc. Et quelles sont les actions à prendre vis-à-vis des différents autres opérateurs et partenaires qui peuvent être les agents douanes, plateformes électroniques, et aussi par rapport à tout ce qui est le contexte juridique derrière vous, c'est-à-dire tout ce qui est contrat, conditions de vente, est-ce que votre site web est adapté correctement pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires du client, tous des éléments comme cela. Et donc nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait typiquement, c'est organiser un workshop, une réunion de travail pour en fait justement discuter de ces points-là, échanger là-dessus et pouvoir alors indiquer quelle serait la meilleure approche à suivre et déterminer avec vous les actions qui doivent être prises. Ce qu'on voit aussi beaucoup pour l'instant, c'est que en réfléchissant par rapport justement à la situation actuelle, on identifie des erreurs qui ont été faites dans le passé. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous vendez des biens à différents clients dans l'Union européenne, mais il y a des seuils qui ont été dépassés pour certains pays en termes de vente à distance. Et dans ce cadre-là, il faut, et si on ne s'est pas identifié, si on n'a pas appliqué correctement les règles, le fait de passer à un régime OSS où on va clairement voir qu'en fait, vous facturez dans ce pays puisque vous facturez avec cette TVA locale, eh bien, ça risque évidemment d'avoir un effet retour et un risque de contrôle. Et là, il faut envisager des régularisations spontanées qui, dans la plupart des cas, sont possibles. Voilà. Émilie, Quentin, je ne sais pas si vous voulez rajouter un élément. Pas de mon côté, Lionel. Je ne sais pas. Alors, je regarde je regarde le chat. Je ne vois pas directement de questions, mais je pense qu'on peut demander aux participants. Hein, donc, s'il y a des questions. Oui, allez-y. Si vous avez une question concrète ou un cas concret, n'hésitez pas à le poser ici dans la groupe. Comme ça, on partage les expériences. Mais on comprend aussi parfaitement si vous avez envie de poser les questions individuellement aux membres du comité, aucun problème. Voilà. Oui, bonjour. Je suis Kiran de la société DPS. Je vais poser, je pense, une question qui va profiter à tout le monde. J'ai déjà un web shop qui fonctionne, mais pas de façon optimale. Et on est en train de lancer justement une refonte de ce web shop. Et on se pose la question concernant la TVA. Aujourd'hui, on fait des importations, pardon. On fait également des exportations. La question qu'on se pose, c'est dans le cadre d'un dropshipping. On est en train de lancer une marketplace industrielle. Et justement, si on a un client qui se trouve aux États-Unis et qu'on doit livrer aux États-Unis, au niveau de la TVA, comment ça se passe? Parce que nous, en B2B, on travaille uniquement en B2B, hein, pour info. La plupart de nos clients sont des professionnels, vu que c'est industriel. Est-ce qu'on est impacté ou alors on n'a pas à se soucier de la TVA? Alors, je vais peut-être reformuler ma question. Si on fait une transaction, donc ils utilisent la plateforme, le fournisseur se trouve aux États-Unis et le client final se trouve aux États-Unis. Il y a forcément une taxation à un moment donné. Est-ce que comment ça se passe quand c'est comme ça? Oui, Lionel, n'hésite pas à m'interrompre. Donc, si je comprends bien, vous faites simplement une exportation de marchandises depuis la Belgique vers les États-Unis. Alors oui. Alors jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était ça l'absurdité.
c'est qu'on achetait aux États-Unis, donc le matériel venait chez nous en Belgique, et ensuite ça repartait aux États-Unis. Donc on l'achète dans le Michigan, on le vend au Texas. Un exemple concret qu'on a réalisé il n'y a pas longtemps et qu'on fait assez régulièrement. Donc c'est pas logique évidemment, vous allez me dire. Mais donc l'idée, c'est effectivement de mettre en place cette marketplace qui permettrait d'éviter cette absurdité que le matériel vienne chez nous et que reparte et que la transaction se fasse via la plateforme et que le fournisseur expédie directement chez le client dans son pays. Donc nous, jusqu'à maintenant, on paye une TVA, on paye une taxe et donc une TVA quand on fait l'importation ici en Belgique. Ensuite, le client s'occupe de tout ce qui est frais de douane quand le matériel arrive chez lui. Maintenant, comment ça se passerait si le matériel ne passe pas par la Belgique? Vous ferez purement une vente aux États-Unis, en fait. Vous serez intermédiaire dans une vente locale aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de TVA européenne qui sera applicable là-dessus. D'accord, il n'y a pas de TVA européenne. Et si les biens, pour autant que les biens ne transitent pas. Le bien, justement, en fait, l'idée de la plateforme, c'est de réduire le CO2, réduire le coût de transport, réduire le temps de transport. Et donc, le matériel ne viendrait absolument pas chez nous. Donc, il resterait aux États-Unis. Donc là, il n'y aurait pas de TVA alors. Ah oui. Pas de raison que la TVA européenne. Donc en fait, il n'y a pas de mouvement dans l'Union européenne, donc il n'y a pas d'obligation, quoi que ce soit, même si c'est une plateforme qui serait localisée juridiquement dans l'Union européenne. Par contre, il faudra toujours regarder comment ça va se passer aux États-Unis, parce qu'on croit parfois que les États-Unis sont un pays très simple en matière de taxes indirectes. En fait, en règle générale, on facture hors TVA au client final. Donc, et là, vu que la marchandise ne transite pas par chez nous, elle sera donc livrée directement au client aux États-Unis. Et donc, je dois inviter mon fournisseur à se rapprocher de l'administration fiscale ou comment ça se passerait? Bon, disons que donc, au niveau TVA européenne, il n'y aura rien. Il y aura juste des mouvements dans votre déclaration TVA belge qui seront des mouvements neutres, c'est-à-dire juste des bases imposables et des bases de vente, mais sans application d'aucune TVA. Par contre, comme vous êtes en intermédiaire là, sur une vente qui se passe aux États-Unis, il y a potentiellement des obligations. Donc, premièrement, moi, j'irai voir si, chez votre partenaire, chez votre vendeur, si lui peut vous donner des infos par rapport à ça. S'il ne peut pas, c'est à vous de valider que vous n'avez pas d'obligation particulière parce que vous intervenez sur une vente qui est purement localisée aux États-Unis. D'accord. Le consommateur américain aurait des obligations au sein de l'Union européenne quand il fait des ventes. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et là, soit que vous regardez de votre côté, on peut à un certain moment nous regarder de notre côté si on a des infos par rapport à ça, etc. Et ça, c'est au niveau des chambres de commerce qu'on peut se renseigner ou Oui, éventuellement, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que dans le cas de l'Union européenne, on a exactement le même cas de figure, c'est-à-dire que nous, on est ici en Belgique et que on fait partir de la marchandise d'Italie qu'on fait livrer en France, par exemple. Là aussi, il n'y a pas de TVA, tout ça, c'est intracommunautaire, tout ça. Donc, vous avez des clients B2C en France? Non, on a uniquement des clients B2B. Ok.
Et donc, est-ce que on est impacté parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, le matériel vient chez nous et ensuite on le livre au client final qui se trouve en France, un exemple. Ok. Et si on fait par exemple la livraison directement d'Italie vers la France, sans passer par chez nous, est-ce que là, encore une fois, est-ce qu'il y a de la TVA à faire payer quelque part ou alors c'est de l'intracom? C'est de l'intracom, mais avec une subtilité, c'est que vous avez une vente du fournisseur italien vers une société belge et ensuite de votre société, la société belge, vers un client français. Bien. Oui. Donc, on est dans ce qu'on va appeler une opération triangulaire qui, normalement, implique l'obligation de s'identifier à la TVA en France. Ah ouais. Mais il y a justement une simplification qui existe et qui vous permet d'éviter cette identification. Très simplement, il n'y a pas énormément de conditions à remplir. Il faut simplement s'assurer que vous ou le fournisseur italien soit bien en charge du transport vers le client français. Si c'est le client français qui s'en occupe, là, il y a un problème dans la transaction. Vous allez avoir des obligations d'identification en France ou en Italie. Alors justement, vous faites bien de parler de transport. Dans le cadre de la future marketplace, c'est nous qui allons nous occuper du transport. C'est-à-dire que c'est notre transporteur qui va venir enlever la marchandise et qui va le livrer justement, et donc enlever chez le fournisseur et le livrer chez le client. Entre guillemets, suivant nos instructions en fait. Ok, dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Vous allez pouvoir appliquer correctement les triangulaires. D'après tout ce que vous dites, j'entends que vous êtes en train de modifier plusieurs flux logistiques avec des flux qui passaient par la Belgique, etc., et qui vont être simplifiés. Absolument. C'est un petit peu comme on l'a expliqué pour les schémas ici. Il faut vraiment faire une cartographie de ce que vous faites, voir les changements sur chaque type de transaction. Donc voilà, là je vous ai dit sur le passage par une triangulaire, il y a certaines conditions, il y a des mentions sur factures spécifiques à reprendre, etc. Pour mettre ça en place proprement dans votre système comptable et que chacun des flux soit sécurisé en fait. Ça c'est vraiment la base pour travailler sur quelque chose de solide et pas partir sur des flux qui seraient mal traités dans le système comptable et qui vont alors s'accumuler au cours des mois et des années en fait. C'est comme ça qu'on génère des risques importants. D'accord, très bien. Très bien, ok. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était super intéressant. J'ai encore une question. Si on peut revoir le webinaire, je peux dire que pour les membres de BigCommerce et les partenaires de BigCommerce, il sera accessible dans votre compte de BigCommerce. Pour les non-membres et les non-partenaires, il faut s'adresser à nous. On va regarder comment on peut ça, il faut qu'on discute ensemble. Voilà. S'il n'y a plus de questions, peut-être je donne la parole au team du PwC. Mais finalement, voilà, on a pas mal appris des choses. Il y a la création de nouvelles institutions européennes pour faciliter le trafic, les formalités douanières. Hein. Il y a quand même une responsabilité pour les plateformes. Il y a un changement aussi du principe que voilà, l'endroit où le consommateur achète devient voilà, plus important. Il y a aussi un grand changement pour améliorer la compétition de l'Union européenne vis-à-vis le monde externe, comme la Chine ou les Amériques, en changeant les montants où on doit payer voilà, le TVA. Mais voilà, c'était super intéressant. Je donne encore la parole à notre équipe de PwC. Voilà, merci beaucoup. Mais Sophie, je vous remercie pour l'organisation et nous sommes bien entendu à votre disposition. Quentin, Émilie, je ne sais pas si vous voulez rajouter un point. Non, merci pour l'organisation, merci pour votre présence et bien entendu, donc Sophie, tu partageras les
les slides avec tous les participants et les membres. Oui, Et, voilà. et alors, on se permettra peut-être de rajouter nos coordonnées. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se rend compte de la complexité de la chose. Voilà, quand on n'est pas très familier avec les principes en matière de taxes indirectes. Donc, on peut comprendre que c'est tout à fait complexe. Mais il y a des simplifications. Et donc, voilà, il faut avoir bien conscience de tout cela. Voilà. Mais merci à vous tous. Ben, merci à tout le monde et voilà, à bientôt. Suis-nous et voilà, on fait follow-up avec le partage de l'information. Merci beaucoup. Bonne journée encore à tous et à tous. Merci, bonne journée. Oui, au revoir. Bonne journée, merci. Oui, au revoir. Bye bye.